Résonance par rapport à ce livre. On n'a jamais autant entendu le mot afrikaner que depuis quelques semaines. Il y a eu beaucoup de reportages et d'articles de journaux sur cette communauté afrikaner qui sont ces Sud-Africains blancs qui sont établis depuis 3 siècles et demi en Afrique du Sud et qui ont pour ancêtres les premiers arrivants hollandais qui sont arrivés donc au milieu du XVIIe siècle. Et donc j'ai voulu dépeindre un petit peu cette identité afrikaner au travers de l'histoire de cette ferme qui s'appelle Vrijland, qui signifie dans la langue afrikaans, qui est un hollandais un petit peu créolisé, qui signifie terre libre. Donc au sein de cette ferme, on retrouve toute une mosaïque de peuples, non seulement les afrikaners qui sont les patrons de la ferme, mais aussi tous les employés qui appartiennent à diverses ethnies ou qui sont noirs ou métis. Donc c'était l'occasion de retracer aussi l'histoire de l'Afrique du Sud. Ça se situe dans les années 90, mais avec aussi beaucoup de flashbacks. Pour comprendre l'Afrique du Sud aujourd'hui, il est nécessaire de connaître toute l'histoire. Les afrikaners sont à l'origine de l'apartheid? Les afrikaners sont à l'origine de l'apartheid. L'apartheid a été institutionnalisé en 1948 lorsqu'ils ont gagné les élections face aux Anglais. Il y avait ces deux communautés anglaises et afrikaners, toujours un petit peu en conflit. Et lorsque les afrikaners ont remporté les élections, ça a été aussi un moyen pour eux de tourner la page sur le Commonwealth. C'est-à-dire l'Afrique du Sud n'a plus aucun lien avec la couronne britannique, et en 1960 ils ont est née la République sud-africaine. Et c'est suite à ces élections de 1948 qu'il y a eu une mise en place de façon systématique du régime ségrégationniste, notamment par un monsieur qui s'appelait Hendrik Verwoerd, qu'on a surnommé l'architecte de l'apartheid, qui a, avec toute une batterie de lois répressives et aussi parfois absurdes, voulu systématiser la ségrégation raciale. La ségrégation que les afrikaners vont imposer prend sa source où dans la culture des afrikaners? On peut concevoir qu'il y a le poids de la religion a certainement, enfin la religion a certainement représenté un élément qui a pu constituer les fondements de l'apartheid, puisque lorsque ces premiers arrivants se sont retrouvés dans cette portion complètement aux antipodes de l'Europe, la seule source d'éducation c'était la Bible, le seul livre. Donc on puisait, il faut imaginer cette communauté de blancs coupés du monde et qui a pour seule inspiration d'éducation, en tout cas la Bible, et en ayant une lecture aussi parfois orientée, on a pu en arriver à ce système d'apartheid, et aussi cette notion de cette ferveur religieuse et cette conviction d'être le peuple élu et d'avoir dans cette partie de l'Afrique du Sud, d'avoir leur terre promise. Quels sont les différents protagonistes, on va dire, en Afrique du Sud? Parce que il y a plusieurs communautés et c'est un pays qui est riche de communautés. Les grandes communautés d'Afrique du Sud sont voilà, tout le monde connaît l'emblème noir de l'Afrique du Sud qui est Nelson Mandela, qui appartient à l'ethnie Xhosa. Il y a énormément de Zoulous, donc ce sont les deux principales ethnies. Ensuite, il y a une dizaine d'ethnies noires. On a bien sûr 6 millions de blancs, composés donc de 60% d'afrikaners, ces descendants des colons hollandais, une poignée de huguenots français aussi qui sont arrivés suite à la révocation de l'édit de Nantes et qui ont été fondus dans la masse. Il n'y a plus de culture française. 40% dans cette population blanche, 60% d'afrikaners, 40% d'anglais, et puis aussi il y a les métis, qui sont d'ailleurs, je dépeins le parcours d'une métisse un petit peu torturée qui est perdue entre deux identités. Il faut savoir qu'au temps fort de l'apartheid, il y avait la classification raciale, donc les noirs, les métis, les différentes tribus, les blancs, les asiatiques aussi. Et parfois on pouvait aussi reclassifier les gens, ce qui paraît un peu absurde, mais ça veut dire qu'il y avait une recherche. Il y avait une recherche, il y avait l'apartheid résidentiel, donc en fonction de votre appartenance raciale, vous étiez attribué
un quartier. Et les Noirs n'avaient bien sûr aucun droit dans ces quartiers, sauf à des fins économiques. Donc il y avait le passeport intérieur qui permettait d'aller en zone blanche pour travailler, mais il fallait retourner le soir, bien sûr, oui, car dans le livre, les ghettos. On parle d'un quartier, d'un lotissement, on va dire, où tout d'un coup, un des personnages, Melvin, voit un voisin partir, ou une voisine partir, parce que tout d'un coup, la famille a été déclassifiée. Ça veut dire que ça fait des années qu'elle vit dans le quartier, elle a une vie sociale dans le quartier, et tout d'un coup, une recherche est faite, comme on aurait pu faire un peu une recherche d'enquête de Gestapo, on va dire un petit peu. Exactement, un voisin pouvait éventuellement suspecter que vous ne soyez pas de sang pur, et à ce moment-là, à partir du moment où l'administration décide qu'il y a un doute en ce qui concerne votre héritage génétique, on pouvait vous faire changer de quartier. Parfois même, il est arrivé aussi que, par exemple, les mariages interraciaux étaient interdits jusqu'en 85. Il est arrivé, par exemple, lorsque les mariages interraciaux ont été abolis en 85, il y avait toujours la loi sur l'apartheid résidentiel. Donc un couple n'étant pas de même race, entre guillemets, c'est pas un mot que j'aime tellement, mais ethnie, voilà, couleur, eh bien, pouvaient se marier ensemble, mais au terme de la loi, ne pouvaient pas vivre sous le même toit. Donc il y avait des absurdités.